Ne vous y trompez pas, le Charlie que vous allez voir n'est sous nulle autre influence que celle de la pilule bleue prise dans l'épisode précédent. Comprenez en d'autres mots qu'il est comme cela dans la vie de tous les jours. Chaussures et hop. Oh, je suis fatigué, je vais pouvoir me faire la revanche des ex. Non, Secret Story. La petite rediffusion de Secret Story. C'est quoi ça? Ah, c'est les épisodes de débrancheurs que j'ai laissé tourner depuis. Oh, punaise. Alors, c'était quoi cet épisode? Épisode 6. Je vais pouvoir me faire la revanche des ex. Non, la rediff de Secret Story. Il dure combien de temps cet épisode? 7 minutes. Bon, hein, pas mourir, hein, de toute façon. C'est qu'il y a n'importe quoi. Allez, c'est parti. 7 minutes et des poussières plus tard. Ah, complètement barge des brancheurs, hein, ces personnages avec leur masque là. Je sais pas si c'est l'effet de cette pilule. C'est vrai que j'ai envie de gratter un petit somme. Bon. Ah, vous m'attendez, vous, hein? Ah, Secret Story. Non, la revanche des ex. Ah. Limbo, activé. Limbo, activé. Bien, à nos sièges et mettons nos masques. Nul besoin de vous rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici. Sérieusement, on va réellement parler de ce type? C'est une perte de temps. Soit, mais qui a donné l'aval aux médias pour se pencher un tant soit peu sur sa personne quand une stratégie de l'édredon a été recommandée pour son cas? Bah quoi, c'est juste une petite brindille. Je voulais juste voir l'effet que ça lui ferait si on lui soufflait juste un peu dessus. On n'en parle pas, c'était stipulé. De plus, ceux à qui l'aval a été donné ont fait preuve d'un amateurisme détestable. Il semble que la bêtise que nous avons enseignée à la populace a aussi touché ceux qui nous servent. L'option Troll Plus n'a donc pas fonctionné. L'option Troll Plus ne fonctionne que sur 65% des cas. Et lui, on est déjà à sa 3e saison, sa dernière dit-il. Probable qu'il veuille finir en beauté, entendez là, en abordant des thèmes fâcheux. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on lui trouve à cette brindille, au juste? Comme vous le voyez, le monde est à nous, mon cher. Et de ce fait, nous n'avons plus qu'à repérer les bugs dans la matrice et les tuer dans l'œuf. Soyons efficaces au moins dans ça. Et ce bug, tout laisse à penser qu'il nous a étudiés en amont avant de se lancer dans son aventure. Il utilise les mêmes méthodes que les nôtres, il sème, et à chaque apparition il le démontre encore plus. Ces épisodes ne sont pas de simples levées de voile historiques, la finalité c'est de lever le voile sur nous. Bien, qu'on maintienne l'option de régulation de ses vues, et pourquoi ne pas tenter de trouver le sujet qu'il souhaite traiter, en utilisant, vous savez, ces méthodes. Le concerné utilise un ordinateur pour réaliser ses projets, et un ordinateur peut vite planter. Ouais, c'est dans nos cordes. Nous savons qu'il est dans une logique de démystification. Il s'attaquera probablement à une icône liée à nous indirectement. Comment ça?
Un ayant servi nos intérêts, et dont on aurait porté le nom jusqu'au sommet à travers les siècles. Donc un qui aurait tous les honneurs, et encore à l'heure actuelle, et dont nous savons bien que ça ne devrait pas être le cas. Oh, l'enflure, ne me dites pas qu'il va toucher à... François-Marie. François-Marie Arouet. Ah non, 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 vous ne semblez pas avoir saisi. C'est Voltaire qui va aborder, celui à qui nous avons insufflé le fameux « frappez et cachez votre main ». L'homme au mentez, mentez, je vous le rendrai un jour. Celui dont les gouvernements et historiens ne juraient et ne jurent que par lui. Celui qui nous a repeint le XVIIIe siècle, royauté et religion. Quoi? François-Marie Arouet et Voltaire. Ah, oui, effectivement, j'allais y venir. Diantre, il devient clair que la moralité de l'histoire sera de savoir si... Qu'est-ce qui se passe? Une interférence? Impossible! Personne ne peut interagir avec le limbo! Interrompez la communication. Oh, bon sang, c'était quoi ce truc-là? Oh, c'était quoi cet épisode ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il a réellement mis dans mon verre, lui? Oh, Charlie, reprends tes esprits. Tranquille. Ouh, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Ah. Oh, c'est bon, j'ai les idées plus claires. Je crois que je vais passer voir ce débrancheur. Ouais, au plus vite même. J'ai une question à lui poser. Chez le débrancheur. C'est bon, Chip? On fait juste des essais pour le dernier épisode. Dis, encore une fois, t'es sûr? T'es sûr que tu voudrais pas qu'on en fasse un sur... Non. Il le mérite, hein? Non, ça ira, merci. On pourrait quand même faire... Non, merci. Alors, c'est parti pour le premier essai, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Charlie? Qu'est-ce que tu fais là? À l'instant. Donc, je ne suis pas... Il est plus Charlie. Donc... T'as vu? Tais-toi. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Voltaire. Bah quoi? Je suis Charlie quand même. Ça va de soi, vous ne devriez pas tirer cette tête. Tu vois, mon petit doigt me disait que t'allais devoir parler du personnage. Salut. Mais qu'est-ce qui... Je peux savoir de quoi on parle? De Voltaire. Va, et t'avais pas donné tant de mal. Voltaire n'a jamais dit cette phrase. Je me doutais bien que vous diriez une chose pareille. Et puis quoi? Vous allez affirmer qu'il n'est pas ce qu'on prétend, que ce serait même tout le contraire, que sa réputation, il l'aurait volée? Non, encore mieux, qu'on l'aurait mis là par on ne sait qui à des fins pernicieuses. Un genre de vilain camouflé en gentilhomme au service d'on ne sait trop quoi. Eh, t'es sûr que ça va? Quelle mouche t'a piqué? J'aurais bien aimé me faire piquer par une mouche pareille, moi. Non, rien à voir avec une mouche. Je dirais plutôt un mauvais rêve. Désolé, j'ai perdu mon sang-froid. J'aurais bien aimé faire un rêve comme ça. Ça va? Vous avez fini tout cela? Bien, et pour en revenir à cette phrase, son auteur serait une certaine Evelyn Beatrice Hall. J'entends bien ce que vous me dites, mais hormis vous, qui d'autre le dit? Hé, tout le monde le dit! Non, les articles qu'il affirme sont eux pour la plupart assez récents. Par contre, nul doute qu'on voit étrangement fleurir des gens qui sont du même avis. Étrangement, tu dis? Étrangement, oui. Je pense que si certains se sont mis à la page, du moins, au sujet de cette phrase, c'est en partie dû au boulot d'une certaine histoire. Charlie? Je sais à qui tu fais référence, mais en face de toi, t'as quand même Charlie. Donc, certains philosophes valent mieux que certains historiens. Ou historiennes. Oui, donc c'est dû au boulot d'un certain philosophe, Bernard-Henri Lévy. Il s'était d'ailleurs illustré lors d'un meeting au sujet de cette phrase, c'est dire. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette fameuse phrase que l'on nous cite à longueur de colonne, cette prétendue phrase de Voltaire, disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. » Cela est une imposture, cela est un mensonge. Voltaire, dans les lettres anglaises, n'a jamais, ni ailleurs, n'a jamais prononcé cette phrase. Cette phrase est un faux, cette phrase est un mensonge, cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement les Arabes, les pédés ou les Juifs. Effectivement. Donc, faire dire une chose qui en réalité n'a pas été dit à un personnage tel que Voltaire bénéficierait indéniablement à d'autres, voire à quelques-uns. Du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres trucs que cette phrase ou Non. Non, mais la question peut se poser.
Ça voudrait dire que Voltaire, celui des écoles, celui des collèges, des lycées Voltaire et des rues Voltaire, des boulevards, des avenues, celui de l'affaire Calas, de l'affaire Sirven et du chevalier de la Barre, celui de Candide, de l'ingénu. Quoi? Il est peut-être pas l'auteur de tout ça? Non, il est bien connu pour sa plume, elle est reconnaissable de tous, parfois à ses dépens. Sinon, il est connu pour être un chic type, ayant défendu de nobles causes. Ou peut-être, est-ce ce que quelques-uns voudraient que l'on croie? Des causes qu'il n'aurait pas réellement défendues? C'est plausible, d'autant plus qu'on sait qu'il y a ce qu'il écrit pour les peuples et sa correspondance, ce qu'il a écrit à des particuliers. Et ma foi, c'était un homme qui écrivait beaucoup, énormément, pour notre plus grand bien. Sa correspondance. Non, 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 c'est un mauvais rêve. Non, mais la question peut se poser. Ça vous tente de jeter un œil à sa correspondance? Ah non, ah, carrément. Cool. Alors, l'affaire de Montréval est l'une des premières affaires où Voltaire a fait parler sa plume étant jeune. En fait, c'est l'histoire d'un prince connu pour sa laideur, un style de Namek fusionné à un singe, et qui plus est pervers au plus haut point, qui a chopé la vérole à cause d'une fille de joie. Et ben c'est tout, je crois. Ah ben mince, j'avais le souvenir d'une histoire beaucoup moins banale. Furieux d'avoir chopé la vérole par la fille de Jean en question, il s'est vengé d'elle. Et disons qu'il s'est vengé d'une manière on ne peut moins banale. Ah oui, avec l'aide d'un garçon boucher, ils ont pris un soufflet et lui ont rentré dans le... et ensuite, ils ont... à l'intérieur, il s'est vengé d'une façon on ne peut moins banale. Bref, ce qui est intéressant ici reste ce que Voltaire a écrit au sujet du prince une fois l'affaire passée. Conti, digne, héritier des vertus de ton père, toi que l'honneur conduit et que la justice éclaire. Oui, je crois que c'est bon, je l'ai. Conti, digne héritier des vertus de ton père, toi que l'honneur conduit et que la justice éclaire, qui sait être à la fois prince et citoyen, et peut de ta patrie être un jour le soutien, reçois de ta vertu la juste récompense, entends mêler ton nom dans les vœux de la France. Ça c'est bon, c'est validé, et je vais poursuivre avec oui. Mais pourquoi avais-je ici de ton honneur jaloux à tes yeux éclairés retracer la peinture, des vertus qu'à ton cœur inspira la nature? Elles vont à chaque jour chez toi se dévoiler, plein de tes sentiments, c'est à toi d'en parler, plutôt. C'est à toi que tout paraît contemple, à nous en parler qu'à nous donner l'exemple. Comment trouves-tu ce poème, ô ma nièce, fille de ma sœur? Maman m'a dit que le prince de Conti, c'est un vilain, pas beau et méchant. Oui, mais c'est un prince, prince argent. Ou argent prince, bref. Et je vous montrerai à la suite de vos premières menstrues, qui sera gage de votre maturité, à quel point il peut être bon d'être vilain. Je ne comprends pas, mon oncle. Ah oui, que dis-je, vous n'êtes encore qu'une enfant. Vous ne saisissez encore rien au sous-entendu. L'appel des désirs charnels, ma nièce. Je me gargarise de vous voir mûrir. Je n'avais pas connaissance de cette histoire. Ceci dit, je trouve le procédé assez bas. Faire passer cet écrivain comme un homme pratiquant l'inceste... Ah non, mais ça c'est vrai. Sa petite nièce deviendra réellement sa maîtresse. Sa maîtresse. Sinon, avouez tout de même, ayant pris connaissance de l'affaire, qu'on peut se questionner sur la capacité de jugement de notre personnage. Sans doute, oui. Dites, est-ce qu'il aurait traité les autres histoires qu'on connaît de la même manière? Évidemment que non. Et c'est évident que la question peut se poser. Surtout qu'on peut souligner quelques fâcheuses habitudes qu'il pouvait avoir quand il traitait ses affaires. Qu'il ait en sa possession tous les éléments d'une affaire, qu'il ne les possédait pas encore, voire qu'il ne les possédait pas du tout, ne l'empêchait pas de tirer les conclusions qui semblaient l'arranger. En gros, c'est on conclut d'abord, ensuite l'histoire vient après. Damien, celui qui a frappé le roi dans le dos à l'aide d'un petit couteau. Oh, je pouvais pas rêver mieux, ça fera une très belle affaire. J'ai déjà mes phrases d'accroche toutes faites. Alors déjà, commençons par le commencement. Motif, fanatisme bien évidemment. Alors je vais appuyer tout ça en écrivant. Pensiez-vous pouvoir voir de pareil crime dans les temps éclairés où nous sommes? Hélas, les temps éclairés ne sont que pour un petit nombre de gens. Voilà. Est-ce le jansénisme qui a produit ce monstre? Ouais, avec ça, plus de doute possible. J'aurais bien mis les catholiques, mais non, pour le coup, ça ferait trop. 2. Pour une affaire, il pouvait aller jusqu'à changer plusieurs fois sa version de l'histoire, sans pour autant changer sa conclusion de départ. En gros, l'histoire peut changer plusieurs fois, mais pas la conclusion, je sais, je répète ce qui a été dit. L'affaire là-bas, l'affaire là-bas. Fanatisme, pourquoi réfléchir? Ah, mince, il y a un hic. J'ai déjà joué la carte du fanatisme. On va dire obscurantisme. Ah, mince, il y a un hic. Ces blasphémateurs amateurs ont été vus avec mon dictionnaire philosophique. Ils ont même prétendu que c'était une source d'inspiration. Ah, ça la fout mal. Je pourrais dire que le dictionnaire philosophique n'est pas de moi. Ah, non, mince, il y a un hic. Déjà fait. Oh, le meilleur scénario possible serait qu'on prononce une peine de mort. Et une fois ce gus mort, je pourrais dire que l'obscurantisme était du côté des juges. Oh, est-ce que je suis bon? 3.
Il apparaît que pour Voltaire, tout n'était que détail, qu'ils aient pu avoir une importance ou non, ma foi, tant qu'il y avait la conclusion et l'histoire autour d'elle. Ouais, c'est comme pour l'affaire d'Amiens. Déjà que l'affaire lui est parvenue plus tard, car n'étant pas sur les lieux, ça ne l'a pas empêché d'écrire. Alors, qu'est-ce que je peux bien écrire? Ça s'est passé à Paris. Comme moi, à cette date, j'étais à Genève. Bon, et puis on s'en fout, hein. Personne n'ira chercher à savoir le pourquoi du comment. Alors c'est parti, je me lance. Je me souviens qu'étant à Paris, lorsqu'on fit souffrir à Damien une des morts les plus recherchées et les plus affreuses qu'on puisse imaginer, toutes les fenêtres qui donnaient sur la place furent louées chèrement par les dames. Ouais, avec les dames ça sonne bien. Oh, c'est bien connu, hein. Les femmes sont toutes des pervers et vicieuses. De toute façon, personne n'ira chercher à la loupe ce que moi, Voltaire, peut écrire, hein. Un léger passage à la loupe autour des affaires où il a fait parler sa plume, et vous verrez que c'était tout aussi valable pour des chiffres, pour des dates. Des chiffres? Mais oui, des chiffres. Le ou les rôles des uns et des autres. Le président de Brosse, un homme respectable et respecté de tous. Et Charles Baudy, c'était également valable pour des lieux. La terre de Tournai, l'histoire du bois. Et c'est sans doute pour ces raisons que ces versions étaient si facilement interchangeables, et parfois contradictoires, à défaut de se compléter qui plus est. Et dire que ce n'était qu'une affaire de bois. Bon sang, Tipper, à quoi tu joues? Et c'est encore quoi cette histoire de bois? C'était pas simplement du bois, et c'était pas 4, mais bien 14 fers de bois dont il était question. Et ça fait beaucoup. Ça fait toute la différence. Ce que tu viens de me dire m'a fait penser à l'histoire du bois. Alors, pour la petite histoire, Voltaire souhaitait s'offrir une nouvelle demeure. Décidé de ne plus finir ses jours à Paris, il a, et il faut l'avouer, fait de la lèche à un certain président de Brosse, qui lui a cédé sa terre de Tournai sous certaines conditions, que bien entendu, Voltaire n'a pas respectées. Sans doute que ce n'était que des détails. D'ailleurs, quelques échanges par correspondance s'en est suivi. L'extrait et l'échange qui va suivre est tiré du très célèbre manga Death Note. On y verra Light Yagami Raito, plus connu sous le nom de Kira, jouer le rôle de Voltaire, et Ryuzaki, plus connu sous le nom de L, jouer le rôle du président de Brosse. Selon mon vieil ami Gérode, il y aurait du remue-ménage sur mon domaine, mais j'ai tout de même du mal à croire que Monsieur de Voltaire n'ait pas respecté certaines clauses du contrat que nous avons signé. Je ne vois qu'un moyen d'en avoir le cœur net. Rappelez-vous, je vous prie, que notre convention dit qu'on ne dénaturera rien essentiellement au fond, et qu'on laissera 60 pieds d'arbres actuels par pause dans la forêt. Diantre, ça ne peut être que l'œuvre de Gérode. Voilà pourquoi on le voyait traîner ici ces derniers temps. Il n'y a plus de doute possible. C'est lui qui a informé de Brosse de mes améliorations. Je suis pris sur le fait accompli. Allons-y à l'audace, en prenant soin de ne rien dévoiler à tous mes manquements au contrat. Je vais lui parler chiffres. Je m'étais engagé à faire au bout de 3 ans plus de 12 000 francs d'amélioration et de réparation à la terre que vous m'avez vendue à vie. J'en ai fait pour 15 000 les premiers 6 mois. J'ai planté 400 arbres dans le jardin, j'ai fait sauter plus de 60 gros rochers qui étaient répandus dans le champ de froment qui cassait toutes les charrues et rendait une partie de la sémature inutile. Il y a encore autant pour le moins à déraciner. Je consume pour labourer, plus de poudre à canon qu'au siège d'une ville. Voilà une manière très habile de me dire qu'il y a effectivement eu du remue-ménage, et que non seulement il y en a eu, mais surtout qu'il y en aura encore. Le tout sans me dire s'il y a eu manquement au contrat ou non, et ce sur un ton irrévérencieux. Gérode avait donc vu juste. Dans ce cas, étant donné que nous ne l'avons pas encore fait, je vais faire prendre cet état qui vous sera communiqué, puisque nous y avons tous les deux le même intérêt, ne voulant de plus rien faire ici ni ailleurs que de commun accord avec vous, dont je prise l'amitié plus que tous les bois du monde, et à qui j'ai l'honneur de vouer les sentiments les plus parfaits qu'on puisse exprimer et les plus inaltérables. L'état des lieux, mince, j'avais oublié, on ne l'a pas encore fait, il faut absolument que je lui parle d'autre chose. Parlons-lui de mes embellissements. Je n'ai rien négligé de l'utile, prés, chemins, granges, pressoirs, plantations, tout a été ou fait à neuf, ou réparé. Vous croyez bien, monsieur, que je ne compte pas parmi les réparations les embellissements qui m'ont déjà coûté 15 000 francs, le petit théâtre que j'ai construit. Cette dépense aurait pu passer chez les Grecs et chez les Romains pour un embellissement nécessaire, mais il n'en est pas ainsi dans le Mont Jura, aux portes de Genève. Et voilà qu'il tourne autour du pot sans évoquer un possible état des lieux, ce qui confirme encore plus mes soupçons. C'est décidé, il faut acter cet état des lieux et au plus vite, ce sera meilleur pour nous. Je suis très éloigné de penser à avoir aucune difficulté avec vous, c'est au contraire afin qu'il n'en puisse naître à l'avenir, non entre nous, ce qui n'arrivera jamais, mais entre d'autres. Je crois qu'il est à propos pour tous deux de faire ce qui est ordinaire et d'usage en pareil cas, c'est-à-dire dresser un état en forme et un procès-verbal de reconnaissance de l'état dans lequel était la forêt lorsque vous êtes entré en jouissance. Et voilà qui revient à la charge avec son état des lieux. Imbécile, tu l'auras voulu. Vois ce que cela va te coûter quand on me provoque. Tu ne l'oublieras pas de sitôt. On verra si tu te relèveras de ce que je vais t'écrire. Tiens, prends ça. Je lis et je relis votre contrat. Et plus je le relis, plus je vois que vous m'avez dicté la loi en vainqueur. Mais j'en suis fort aise. J'aime à embellir les lieux que j'habite. Et je fais à la fois votre bien et mon plaisir.
Vos arbres de Dodone seront mieux employés à ces embellissements qu'à chauffer la ville de Genève. Je me tiens meilleur père de famille que vous, car je ne détruis que pour édifier. Et vous avez, ne vous en déplaise, dévasté la moitié de votre forêt pour avoir de l'argent comptant. Vous avez négligé votre terre, et moi je la cultive avant même d'en être le maître. Et vous serez un jour tout étonné d'avoir un château très beau, très peigné, et des campagnes fertiles, labourées et semées à la nouvelle mode, et de belles prairies qui sont aujourd'hui couvertes de taupes, et que vous verrez arrosées de petits ruisseaux. Bref, jusqu'à là, le constat de Voltaire au sujet du président de Brosse était plus que positif. Et encore plus quand ce dernier lui a laissé entrevoir la possibilité de ne pas payer l'impôt. D'ailleurs là, Voltaire avait sorti un cahier très dangereux que j'appellerais... Non, que j'appellerais son carnet d'adresses. Il avait saisi l'occasion et écrit au garde des Sceaux Chauvelin et au président de Ruffet, écrit à la marquise de Pompadour et au duc de Choiseul, écrit au comte de la Marche, fils de Conti, et au conseil des finances, pour ne pas payer l'impôt et pour être exempté du centième denier, et aussi pour vendre son blé hors du territoire, tant qu'à faire, bien que c'était interdit. Passons, c'est alors qu'un jour le président de Brosse a eu le malheur de rappeler à Voltaire qu'il n'avait pas payé un certain Charles Baudy de 14 stères de bois qu'il lui avait coupé pour qu'il se chauffe. Il y a eu quelques échanges par correspondance à ce sujet. En voilà une bagatelle. Si ce que me dit le Charles Baudy est vrai, je devrais prendre les devants. Et vu que je sais dorénavant à qui j'ai plus ou moins affaire, je ne dois n'omettre aucun fait. C'est une affaire de seconde zone certes, et bien que je ne sois pas directement concerné par cette dernière, je reste en quelque sorte concerné indirectement, faisant en sorte que tout se joue sur ce courrier. Agréé, monsieur, que je vous demande l'explication d'une chose tout à fait singulière que je trouve dans le compte de mes affaires. C'est à l'article des paiements qu'a fait le nommé Charles Baudy. Il me porte compte et en paiement 14 moules de bois vendus à monsieur de Voltaire à 3 patageons le moule. Et comme il pourrait paraître fort extraordinaire que je payasse le bois de la fourniture de votre maison, il ajoute pour explication qu'ayant été vous demander le paiement de sa livraison, vous l'aviez refusé en affirmant que je vous avais fait don de ce bois. Je vous demande excuse si je vous répète un tel propos, car vous sentez que je suis fort éloigné de croire que vous l'ayez tenu, et je n'y ajoute pas la moindre foi. Je ne prends ceci que pour le discours d'un homme rustique, fait pour ignorer les usages du monde et les convenances, qui ne sait pas qu'on envoie bien à son ami ou à son voisin un panier de pêche ou une demi-douzaine de gélinottes, mais que si on s'avisait de lui faire la galanterie de 14 moules de bois ou de 6 chars de foin, il le prendrait pour une absurdité contraire aux bienséances et il le trouverait fort mauvais. Le fait, dont je me souviens très nettement, est que, me parlant en conversation de la rareté du bois dans le pays et de la peine que vous aviez à en avoir pour votre ménage, j'eus l'honneur de vous répondre que vous en trouveriez aisément sur place, vers Charlot, de Chambésy, qui vendait actuellement ce qu'il avait eu de ma coupe, et que, si vous vouliez, je lui dirais de vous en fournir. À quoi vous me répliquâtes que je vous ferais grand plaisir. Quelque temps après, nous rencontrâmes cet homme, à qui je dis de vous mener le bois de chauffage dont vous y aviez besoin. Vous lui ajoutâmes même de vous mener 2-3 voitures dès le lendemain, parce que vous en manquiez. Voilà toute la part que j'ai à ceci. Je vous enfoncerais sans doute si je m'avisais d'y avoir celle de payer la commission. J'espère que vous voudrez faire incontinent payer cette bagatelle à Charlot, parce que, comme je me ferais certainement payer de lui, il aurait infailliblement aussi son recours contre vous, ce qui ferait une affaire du genre de celle qu'un homme tel que vous ne peut point avoir. J'ai l'honneur d'être avec l'attachement infini que je vous ai voué, monsieur. Mince, échec et mat, j'ai été mis en PLS comme un débutant. Autant me jeter du haut d'un château. Avec cette lettre, il a carrément pris les devants, et il a pris le soin de ne me laisser aucune marge de manœuvre. Il doit probablement être très fier de lui. Je le vois déjà me regarder de haut de là où il est, et en rire. C'est la fin. Non, ce n'est pas encore fini. Je vais lui parler de toute autre chose. Ayant désormais acquis les droits de la seigneurie de Tournai, j'en ai également acquis les devoirs. Je vais m'étendre sur cette affaire locale qui me concerne, et ferai passer cette affaire de Charles Baudy comme secondaire. Il ne s'agit plus ici, monsieur, de Charles Baudy et de 4 moules de bois. Il est question ici du bien public, de la vengeance du sang répandu, de la ruine d'un homme que vous protégez, du crime d'un curé qui est le fléau de la province, et du sacrilège joint à l'assassinat. Voilà une réponse pour le moins inappropriée. Je capitule, et laisse à Charlot le soin de gérer son affaire. Pour ma part, je préfère me dire que les lignes que j'ai pu lire jusqu'ici ne proviennent point de l'homme que j'ai tant admiré. Je ne vous parle plus de Charles Baudy, ni des 4 moules de bois. Lisez 14, c'est un chiffre que vous avez omis. Nous appelons cela un lapsus lingue. J'ai peut-être même eu tort de vous en parler, car il est vrai que c'est Charles Baudy qui me doit, et que vous ne me devez rien. Mais lui, de qui je me ferai payer, et qui sans doute n'aura nulle peine à se faire aussi bien payer de vous. Si je vous en ai parlé peut-être trop long, ça n'a été que comme ami et voisin, en qualité d'homme qui vous aime et vous honore, n'ayant pu m'empêcher de vous représenter combien cette contestation allait devenir publiquement indécente, soit que vous refusassiez à un paysan le paiement de la marchandise que vous avez prise de lui, soit que vous prétendissiez faire payer à un de vos voisins une commission que vous lui avez donnée. Je ne pense pas qu'on ait jamais eu ouï dire qu'on ait fait à une personne un présent de 14 moules de bois, si ce n'est un couvent de capucins. J'ai l'honneur d'être avec les sentiments les plus parfaits, monsieur.
La nouvelle version de Voltaire, Monsieur de Brosse le chic type, s'était transformé en un vilain entubeur notoire qui a essayé de le rouler en lui cédant sa terre, avec selon lui des conditions plus que douteuses, soulignant au passage que c'est Monsieur de Brosse qui lui aura offert ses 4 stères de bois, bien qu'il s'agissait de 14 stères de bois. Mais bon, on se détend, Voltaire n'a pas eu gain de cause dans cette affaire. Il a été assigné en justice, et bien que tous savaient ce qu'il en était malgré ses multiples gesticulations, il a dû mettre la main à la poche, bien qu'il trouva le moyen de ne pas payer directement le Charles Baudier en question. Des détails, des chiffres, des versions interchangeables. Tu parles beaucoup trop, et pour ta gouverne, je pense que tu as gâché tout l'épisode. Je t'en prie. D'ailleurs, il est où Charlie? Et il est où l'autre? Là. Dis, on apprend tout ça dans sa correspondance? Ouais, pourquoi? Bordel. Attends, c'est quoi? Ah ouais, effectivement. Fais voir. Ah, c'est rien, c'est le devoir de mon petit frère. C'était sur Voltaire. Et vu que j'avais lu Candide et l'ingénu, ben je l'ai aidé. Ouais, effectivement. Attends, écoute ça. Voltaire s'élève contre la violence des guerres qui, pour satisfaire le désir de puissance des rois, apporte souffrance et misère au peuple. Voltaire s'élève contre la violence des guerres. Je suppose que Charlie était d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, tu n'émets aucun doute sur cette affirmation, malgré ce qui a été dit jusqu'ici. J'ai aussi lu Candide et l'ingénu. Voltaire est aussi l'auteur du très célèbre dictionnaire philosophique. Je n'ai aucun doute sur cette affirmation. Bien, allons voir ce que dit sa correspondance. La scène qui va suivre est bien entendu purement fictive, sauf son contenu, qui s'inspire à 97% de la correspondance de Voltaire. Allô? On prétend que le roi de Prusse mêle actuellement les pics de la phalange macédonienne à sa cavalerie. En gros, il veut faire la guerre. Ouais, François-Marie, ça va? Ouais, c'est exact, ouais. Voltaire. Oui, Voltaire, ouais. Je ne suis pas du métier, mais je crois qu'il y a une arme, une machine bien plus sûre, bien plus redoutable. Elle faisait gagner autrefois sûrement des batailles. Ouais. Donc j'ai dit mon secret à un officier, ne croyant pas lui dire une chose importante, et n'imaginant pas qu'il puisse sortir de ma tête un avis dont on peut faire usage dans ce beau métier de détruire l'espèce humaine. Merde. Et il a donc pris la chose sérieusement. Il m'a demandé un modèle. Il a apporté à Monsieur d'Argenson. On l'exécute à présent en petit. Ce sera un fort joli engin. On le montrera au roi. Et si cela réussit, il y aura de quoi étouffer de rire que ce soit moi l'auteur de cette machine destructive. Ouais, donc. Je voudrais que vous commandassiez l'arme et que vous tuassiez force prussien avec mon petit secret. Ouais. Écoute, François-Marie. Voltaire. Ouais, Voltaire, ouais. On se rappelle plus tard parce que là, j'ai des troupes à gérer. Hein, mais l'idée est bonne. Cependant, voilà, je pense que tu devrais te concentrer sur ta plume. Hein. Tu sais qu'elle a le don de tuer tout autant. Hein. Voilà, j'en ai pour souvenir ce bon vieux Labaumel. Il a morflé, le pauvre. Mais au fait, le roi de Prusse, c'était pas censé être ton pote à la base? Allô? Sacré Voltaire. Diantre. Allô? Salutations, c'est Richelieu. Salutations, monsieur le duc de Richelieu. Que me vaut l'honneur? Dis, est-ce toi qui as dit à Voltaire que son idée de construction de machine de destruction était bonne? Nous avons effectivement parlé de sa machine, du moins il m'en a parlé. Par contre, il m'a dit que c'était vous qui lui aviez dit que l'idée concernant sa machine était bonne. Ok, reçu. Merci pour l'info. Mais je vous en prie. Sacré Voltaire. Faut que je passe un coup de fil au marquis de Florian, moi. Sacré Voltaire. Vous êtes bien sur la messagerie du maréchal-duc de Richelieu. Si c'est François-Marie, il n'y a pas laissé un message trop long. Merci. Donnez-vous le plaisir, je vous en prie, de faire rendre compte par Florian de la machine dont je lui ai confié le dessin. Je sais très bien que ce n'est pas à moi de me mêler de la manière la plus commode de tuer des hommes. Je me confesse ridicule. Mais enfin, si un moine avec du charbon, du soufre et du salpêtre a changé l'art de la guerre dans tout ce vilain globe, pourquoi un barbouilleur de papier comme moi ne pourrait-il pas rendre quelques petits services incognito? Enfin, j'ai dans la tête que 100 000 Romains et Prussiens ne résisteraient pas.
Le malheur est que ma machine est bonne que pour une campagne et que le secret connu devient inutile. Bon, j'ai plus de batterie. Ne vous moquez point de moi. Ne voyez que mon tendre respect, mon zèle pour votre gloire, et non mon outrecuidance et que mon héros pardonne à ma folie. Mais essayez pour voir seulement 2 de ces machines contre un bataillon ou un escadron. J'engage ma vie qu'ils ne tiendront pas. Le roi de Prusse n'est que mon ami par correspondance. Allô? Allô? Mince. Vous êtes bien sur la messagerie du marquis de Florian. Veuillez laisser un message après le bip sonore, merci. Bip. C'est Voltaire. J'ai oublié de vous dire qu'un petit coffre sur le char avec une demi-douzaine de doubles grenades ferait un ornement fort convenable. J'ai honte, moi, barbouilleur pacifique, de songer à des machines de destruction, mais c'est pour défendre les honnêtes gens qui tirent mal contre les méchants qui tirent trop bien. En un mot, cette machine peut faire beaucoup de bien et ne peut faire aucun mal. Je la regarde après l'invention de la poudre comme l'instrument le plus sûr de la victoire. Oh putain. Allô? Diantre. Sacré Voltaire. Vous êtes bien sur la messagerie de Florian. Si c'est Voltaire, envoyez-moi un courrier. Merci. Je suis aussi fâché que vous, pour le moins qu'on n'ait pas osé adopter mes chars par crainte de ridicule. Le ridicule n'est pourtant pas si à craindre que les Prussiens, et je suis toujours convaincu, quoique je ne suis pas du métier, que ce serait la seule manière de les vaincre en pleine campagne. Votre Majesté impériale, grande législatrice et héroïne de notre siècle. Voltaire. Comment avez-vous deviné? Qui d'autre que vous peut, de par sa plume, faire d'une guerrière comme moi et une veuve noire ayant tué son mari pour prendre son trône, une législatrice et une héroïne d'un siècle? Votre talent est unique et précieux. Poursuivez. On dit que vous êtes entré en guerre contre les Turcs. Et on dit que vous êtes toujours bien informé lorsqu'il s'agit de guerre. Venez-en au fait. Un homme à idée neuve me disait il y a quelques jours qu'on pourrait aisément, dans les vastes plaines où vos troupes vont marcher, se servir des anciens chariots de guerre en les rectifiant. Il imaginait des chars à 2 timons, bordés à leurs extrémités d'un large chanfrein qui couvrirait le poitrail des chevaux. Je vous en prie, poursuivez. Alors, chaque char très léger serait conduit par 2 fusiliers posés derrière le char sous une sous-campe. Ces chars précéderaient la cavalerie. Ce spectacle étonnerait les Turcs, et tout ce qui est étonné subjugue. Il pourrait beaucoup servir sans nuire. Voilà ce que me disait mon songe creux, et je le répète à l'héroïne de notre siècle, elle en jugera d'un coup d'œil, et elle pourra en rire. Voltaire, j'ai vu des petits secrets de votre fortune qui est loin de provenir de toutes vos œuvres seules. Qu'entendez-vous par là? Farouche prêteur d'argent d'ici et là, percevant les rentes, spéculation sur la dette publique, sur toutes sortes de matières premières, sur la traite, et enfin sur le prix du sang, c'est-à-dire les guerres. Où voulez-vous en venir? Ces chars que votre songe creux à idée neuve vous recommandait, n'est-ce pas simplement vous-même? Allô? Diantre! Ah, sacré Voltaire, la prochaine fois, il tombera sur ma messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie de Catherine. Laissez votre message ou je vous fais assassiner. Je m'imagine très sérieusement que la grande armée de votre Majesté impériale sera dans les plaines d'Andrilope au mois de juin. Je vous supplie de me pardonner si j'ose encore insister sur les chars de Timor. Ce qu'on met à vos pieds sont d'une fabrique toute différente de ceux de l'Antiquité. Je ne suis point du métier des homicides, mais hier, 2 excellents meurtriers allemands m'assurèrent que le fait de ces chars serait immanquable dans une première bataille et qu'il serait impossible à un bataillon ou un escadron de résister à l'impétuosité et à la nouveauté d'une telle attaque. Votre Majesté me dira que je suis un malade bien impatient et que les Turcs sont beaucoup plus malades que moi. Sans mes principes d'humanité, je dirais que je voudrais les voir tous exterminés, et du moins chassés si loin qu'ils ne revinssent jamais. Pourquoi faire donc la paix, quand on peut pousser si loin ses conquêtes? Votre Majesté me dira que je ne pense pas assez en philosophe, et que la paix est le plus grand des biens. Personne n'est plus convaincu que moi de cette idée, mais permettez-moi de désirer très fortement que cette paix soit signée de votre main dans Constantinople.
Nous sommes dans la plus belle saison du monde. Voilà un temps charmant pour battre les Turcs. Est-ce que ces barbares-là attaqueront toujours comme des œssards? Ne se présenteront-ils jamais bien serrés pour être enfilés par quelques-uns de mes chars babyloniques? Je voudrais au moins avoir contribué à vous tuer quelques Turcs. On dit que, pour un chrétien, c'est une œuvre agréable à Dieu. Cela ne va pas dans mes maximes de tolérance, mais les hommes sont pétris de contradictions. Et d'ailleurs, votre majesté me tourne la tête. Encore une fois, madame, quelques nouvelles par charité des 5 ou 6 villes prises, de 5 ou 6 combats gagnés, ne serait-ce que pour faire taire l'envie. Nous parlons quand même d'un homme qui a intégré l'académie. Et donc, on ne parle pas de ce qu'on a vu et entendu. Logique. Comment? Non, rien. Finkielkraut a aussi intégré l'académie, non? Pardon? Non, rien. Oui. Voltaire mettrait donc son style mordant au service de la justice et à la liberté de penser. Je suppose que vous êtes aussi d'accord avec ça. Effectivement, il y a au sein de l'académie que des hommes qui ont défendu de nobles causes et mené des combats honorables. Cela va de soi. D'accord, donc quoi de plus honorable que le combat qu'il a mené les quelques heures qui ont suivi son titre d'académicien? C'est ça, je vous rejoins. On se comprend. De quel combat on parle? Bon, j'imagine que si je suis là à parler devant vous, c'est que j'ai enfin réussi à intégrer l'académie, bien sûr. Bien sûr, que dis-je? Merci à mon carnet d'adresses. Merci à mon héros le duc, à d'Alembert, à Condorcet, et aussi à mes amis d'Argental. Et oui, Jean-François Boyer, j'aurais pas eu à faire tant de piques ça au catholicisme. Bien, mais très cher, il est enfin temps. Ce soir, j'irai me rendre chez le commissaire. J'aurai besoin d'une escouade d'archers. Je n'ai pas trouvé les auteurs de tous les libelles dirigés contre ma personne. Et comprenez ici que c'est toute la France qui est touchée. Nous attaquerons donc les colporteurs, libraires. Il faudra tout perquisitionner. Nous avions besoin autrefois qu'on encourageât la littérature. Aujourd'hui, il faut avouer que nous avons besoin qu'on la réprime. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il fallait tout perquisitionner. Et au mieux, tous les faire tomber. Les faire tomber, traduction. Les embastiller, les emmener à Fort-l'Évêque ou à Bicêtre. Une scène digne d'un film. Hommes, femmes, enfants, mourants. Méro. Le mourant s'appelait Méro. Son logis à lui a été fouillé. Personnes âgées. Ça, c'était les Tavernols, les parents du bon vieux Louis, dont la mère était handicapée. En fait, c'est grâce aux aveux de Félizeau, envoyés à Bicêtre, qu'ils sont remontés chez les Tavernols et trouvé 2-3 pamphlets litigieux. Et vu que Louis n'était pas présent au domicile à ce moment, ils ont saisi le vieux. Et hop, à Fort-l'Évêque. Et oui, ça on le sait car les Tavernols ont eu gain de cause dans cette affaire, le 22 avril 1747, où ils ont reçu de légères indemnités. Diantre. Et le témoignage de Madame de Graffigny concernant ce nettoyage au Karcher était on ne peut plus poignant. C'est une des choses affreuses que les continuelles persécutions de Voltaire contre la librairie, et la haine et le mépris que cela lui attire. Lui, l'apôtre de la liberté. Le réel combat de Voltaire, c'était pas pour, mais contre la liberté d'expression du coup? Non, mais la question peut se poser. Non, je rigole. À ce niveau, la question ne se pose même plus, n'est-ce pas? Comment dire? C'est pas juste. C'est bien le traité de la tolérance qui a été brandi les jours qui ont suivi les attentats de janvier. Et c'était censé symboliser la liberté de penser. Et là, j'y comprends plus rien. Rien de nouveau sous le soleil. Comment? L'Ancien Testament, l'Ecclésiaste. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec ou sans titre d'académicien, Voltaire a toujours cherché à ternir à vie la réputation de ses contradicteurs. Et au mieux, il cherchait à les embastiller. On dit même qu'il a tenté de faire assassiner un écrivain célèbre. Dans tous les cas, s'il ne parvenait pas à faire l'un, il s'assurait de pouvoir faire l'autre. Quoi? Assassiner? Non, ternir une réputation. Ouais, et c'est pas Monsieur de Brosse qui dira le contraire. Déjà, lors de l'affaire Dubois, Voltaire avait sorti son fameux carnet, le Death Note. Non, son carnet d'adresse. Et il a écrit dans le but, je cite... qu'il tremble, il ne s'agit pas là de le rendre ridicule, non. Il s'agit de le déshonorer. Il paiera cher les bassesses d'un procédé si coupable et si lâche. Pardon. Quelques années plus tard, Voltaire a fait jouer ses contacts pour que Monsieur de Brosse n'accède pas à l'académie. Rancunier notre bonhomme. Et pour ce qui est d'Embastiller, c'était un maître en la matière. Son truc, c'était la lettre de cachet. Une lettre sous l'Ancien Régime qui permettait d'incarcérer ou exiler une personne sans jugement, tant que ce dernier était considéré comme indésirable par le pouvoir. La Baumelle était un parfait exemple. Alors, c'est au tour de Laurent Angliviel de la Baumelle, celui qui réclamait le droit de pouvoir écrire et de donner son avis sur mes pièces. Lui, il a carrément osé critiquer mon livre Le siècle de Louis XIV. Très bien. Ah, je vais dire qu'il a dit du régent qu'il a empoisonné la descendance de Louis XIV. Voilà, j'envoie aussi un exemplaire à ma nièce, qu'elle enverra à son tour.
Diantre, ce Labomel est sorti? Ok, très bien. Alors, à la marquise de Pompadour et au maréchal duc de Richelieu. Labomel a dit des abominations sur toutes les têtes couronnées du roi. Ma foi, on a mis au pilori des hommes bien moins coupables. Ouais, avec ça, ça devrait passer. Attends, je vais rajouter les Labomel et les insectes de cette espèce pourraient nous prendre le genre humain en haine. Oui, parfait. Élie Fréron, lui, a été embastillé. Mais en plus de l'avoir été, Voltaire s'est arrangé pour qu'il ne connaisse jamais le repos éternel. Voltaire a réussi à émettre une critique de Fréron dans Candide. Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré et des acteurs qui m'ont tant fait plaisir? C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il haït quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin. C'est un folliculaire. Qu'appelez-vous folliculaire, dit Candide. C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. Et dire que Fréron, de son vivant, s'était plaint d'être persécuté par Voltaire. Les philosophes, monsieur de Voltaire à leur tête, crient sans cesse à la persécution, et ce sont eux-mêmes qui m'ont persécuté de toute leur fureur et de toute leur adresse. Je ne vous parle plus des libelles abominables qu'ils ont publiées contre moi, de leur acharnement à décrier ces malheureuses feuilles, de leur effort pour me rendre odieux au gouvernement, de leur satisfaction lorsqu'ils ont pu réussir à me faire interdire mon travail, et quelquefois même à me ravir la liberté de ma personne. Et là, cerise sur le gâteau, après avoir cité ces exemples parmi tant d'autres, et après qu'il ait au passage tenté de brûler quelques critiques à son égard, Voltaire a eu le génie d'écrire et de publier l'Ingénu. L'Ingénu dénonce les incarcérations sans procès, les lettres de cachet, et les vilains séjours qu'on impose à la Bastille à des innocents qui n'ont pas été entendus. Tu parlais de l'Ingénu et de Candide, c'est aussi ça. Il a aussi parlé du dictionnaire philosophique. Ah, je sais, mais là ça risque d'être long. Le casier de Voltaire risquerait de s'agrandir. Lire le dictionnaire philosophique reviendrait pour le coup à se poser trop de questions sur notre personnage. Quel genre de questions? Du genre, Voltaire serait-il misogyne? Raciste? Homophobe? Islamophobe? Antisémite? Non, il n'a quand même pas dans ses écrits. Non, mais après lecture, la question peut carrément se poser. Voltaire antisémite, c'est inconcevable. Tiens, il se réveille lui. Voltaire antisémite, inconcevable. Donc tout le reste le serait moins. Je n'ai pas dit... Et vous alors, hein? D'ailleurs, tout ce que vous avancez là, vous êtes le seul à le dire. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous avancez est correct? Elle, des brancheurs, on n'a fait qu'émettre des éventualités. Fort possible, ceci dit. Chipper, je me fiche de vos éventualités fort possibles, quand bien même elles le sont, et que par conséquent, Voltaire aurait une face cachée. Quelles sources vous permettent d'affirmer ce genre d'ignominie? Charlie? Oui! Vos éventualités fort possibles. Voltaire, face cachée. Oui, et alors? Ben, il y a le journal Le Point qui l'atteste. Je veux dire, il affirme dans un article. Il persiste et signe. Qu'est-ce que... Quand m'avez-vous... Fais voir. Il y a peut-être 1 ou 2 points à revoir. Mais comme je le disais, la question peut se poser. Faites-moi voir ça! Attendez, je... Tenez, voilà! Un article de Riposte laïque qui dit que Voltaire n'était ni misogyne. Riposte laïque, c'est donc poser la question. Il n'était pas non plus homophobe. Ah, c'est pas ce que dit Wikipédia. Définition homophobe. La question peut se poser. Ça dit qu'il n'était pas non plus raciste. Je vous déconseille quand même d'aller à Gare du Nord ou à Château-Rouge, aller crier les écrits de Voltaire sur ce qu'il pensait des Noirs et de la traite négrière. Chipper, tu n'as quand même pas... Hein? Non, bien sûr. Faudrait pas non plus se rendre chez un Turc. Et musulmans de surcroît leur lire ce que Voltaire pensait d'eux. Oui, on a compris. De toute façon, personne n'irait faire une chose pareille, hein. Oui. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, j'anticipais sur Charlie. Sans doute qu'il s'empressait de nous dire que Voltaire n'était pas islamophobe. Hein, pas vrai? Pas vrai? C'est vrai. Il est écrit qu'il ne l'est pas. Et sinon, ça dit si Voltaire était bien antisémite? Selon ce qui est écrit, il semblerait que oui. Il semblerait. C'est exact, je suis parti vérifier. Oh, enfin, je veux dire que je suis parti voir ce que Europe Israël pensait du personnage. Faut dire qu'ils portent pas Voltaire dans leur cœur, hein. C'est toujours la même chose. À partir d'éléments, vous émettez des hypothèses et vous vous posez des questions. C'est peut-être parce que c'est le principe en fait. Mais vous... Dites-nous, vous, hein,
Au-delà de vos démonstrations et de vos questions, dites-nous le fond de votre pensée pour une fois. Dites-nous. Ok. Selon les éléments dont nous disposons et dont nous avons vu un aperçu ici, je dirais que Voltaire est un égoïste qui déteste son monde. Qui déteste son monde, le peuple et toute personne ne pouvant servir directement ou indirectement ses intérêts. Au point de se demander s'il avait une seule amitié sincère. Il a défendu de nobles causes. On a vu ce qu'il en est. Ce que j'ai vu, c'est un homme qui trouva le moyen d'étendre sa renommée au-delà des frontières. Voltaire était un homme ayant un mépris à ne plus en douter envers toute forme de religion confondue. Tirer à boulet rouge quand l'opportunité se présentait, c'était coutume. Mais lorsqu'il était coutume d'être catholique par exemple, comme pour l'entrée à l'académie, Voltaire se révélait être le plus fidèle des croyants et fervent défenseur de la religion. Il prévoyait même de faire du commerce avec les Turcs, en cas de victoire contre Catherine II. Ça m'étonnerait pas qu'on trouve de lui un intérêt soudain pour l'islam. Diantre. Voltaire n'avait deux yeux que pour Voltaire. Et s'il le fallait, il était prêt à désavouer les uns et à glorifier les autres. Il allait jusqu'à nier ses propres écrits. Il est allé jusqu'à nier son dictionnaire philosophique, c'est dire. Diantre. Voltaire est un alchimiste. Sa manière d'écrire est assez similaire à ce qu'est une chaîne d'infos en continu de nos jours. Son talent, son intelligence, son carnet d'adresses, mais aussi son vice, lui ont permis d'être la seule chaîne d'infos en continu de son siècle. Et bien que tous savaient ce qu'il en était, c'était dans un flot d'écrits que Voltaire noyait les informations les unes après les autres. Il noyait ses échecs et affichait ses victoires. Rien n'empêchait que le bourreau puisse un jour se transformer en victime, le gentil en tyran. Un siècle normal en un siècle sombre. Et détrompez-vous, tous connaissaient la crédibilité de la chaîne. Mais qu'importe, on se confortait dans l'idée que l'homme en question restait tout de même bon à lire. Je ne cherche pas ici à faire le procès de ce personnage plus qu'intéressant, non. Ça reviendra à faire le procès d'un homme qui a le plus beau CV d'un côté, avec un casier tout aussi rempli de l'autre. Je vois, selon vos critères, Voltaire remplirait parfaitement le rôle d'un pervers narcissique, ayant de surcroît un rapport particulier avec le mensonge. Au moins c'est honnête de votre part. Le mensonge n'est qu'un vice que quand il fait du mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Voltaire, honnête, comme vous le dites. Mais permettez-moi de vous dire que tout ça est quand même un peu gros. On parle quand même d'un homme qui est au Panthéon. Si Voltaire était réellement tel que vous le décrivez... Non, mais vous vous rendez compte, il faudrait que ceux qui nous gouvernent soient aussi dérangés et pervers que lui pour le laisser siéger encore parmi les immortels. Ceux qui gouvernaient aussi à l'époque par la même occasion. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Vous ne pensez tout de même pas? Non. Mais la question peut se poser. Eh Charlie, sinon tu peux toujours prendre la pilule... Oh non, 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 attends. Oups. De quoi oups? Tipper, ça voulait dire quoi ce oups? Bah, j'ai toujours pour habitude de donner la pilule blanc premier, pour une fois je voulais changer. Ça veut dire quoi? Que tu lui as filé la pilule rouge? Oui, je crois bien. Comment ça tu crois? Tipper, le choix c'est important. Charlie, ça va? Tipper, ça va? Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de Rianguni avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et bon caractère, c'est la faute à Voltaire. Israël est en trousseau, c'est
partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance le menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête à pas les os, c'est la faute à Rousseau. Donc voilà, c'est ici où se terminera mon épisode, hein. Où la vie d'ailleurs de Voltaire a pris fin. C'est ici que prendra fin mon épisode. Voilà, j'ai mis pas mal de temps à le réaliser. Je suis encore dessus, hein. Je me suis penché dessus bien avant, mais j'ai commencé vraiment l'écriture à fond à partir de janvier, et on est actuellement le 16 mai. Et j'ai l'impression d'être à peine au tiers de mon travail, hein, sachant que les au moins 4 derniers épisodes, j'ai à peu près mis 4 voire à 9 mois comme le dernier pour le réaliser. Sachant que le dernier, j'ai mis 9 mois, il faisait 25 minutes. J'ai l'impression que celui-là fera le double, voire le triple. Je sais pas, peut-être 1 heure, mais si c'est 1 heure, voilà. Au moins les gens seront servis. Là, voilà, c'est quai Voltaire. C'est là où il est mort, hein, dans cette maison. Bon, actuellement, c'est un restaurant. Mais a priori, il est mort d'une manière assez humiliante. Hein. Je suis pas aussi taquin pour pouvoir le mettre en scène dans mon épisode. Mais voilà, je compte mettre pas mal de messages, je compte pas mal mettre de subliminal dans mon épisode, notamment en essayant d'y insérer le thème du prochain et du dernier épisode de Rester débranché. Voilà, hein, Voltaire, tu m'auras vraiment donné du fil à retordre, étant donné que j'ai manifestement sous-estimé la charge de travail historique. On est le 16 mai, je sais pas quand il va sortir. Donc voilà, sur ce, je te fais un clin d'œil, hein, et puis débranchement vôtre pour les autres, hein. Débranchement vôtre. Bonjour à tous, c'est Charlie, hein? Oh, il y a la police qui vient m'arrêter, mais mince alors! Oh, vous allez vous taire un moment! Ah bah mince, il y a Charlie qui vient de se faire serrer par la police. Donc voilà, c'est les débrancheurs. Non, je rigole. J'ai dû me mettre dans un autre emplacement car comme vous pouvez l'entendre, il y a énormément de circulation par ici. Donc voilà, on est en plein sur Paris. On vient de terminer une petite scène qui apparaîtra en début de l'épisode qui va venir. Donc on est tellement dans le thème que le boulevard sur lequel on est portera le nom de l'épisode. Et donc une petite remarque au sujet des personnes qui ont pu rire de mon accoutrement, hein, en me voyant. J'ai quelque chose à vous dire, vous devriez aussi rire de vous, car c'est ce personnage que je vois en vous, pour certains. Donc voilà, je vous dis, restez débranchés. Deuxième petite remarque, je ne vois absolument rien avec ces lunettes. Donc voilà, débranchement vôtre. Débranchement vôtre. Il y a quelqu'un? Je crois que je suis en train de rendre mon dernier souffle. C'est quoi ça? Mon urine? Non, mes excréments. Ah si, j'arrive même plus à faire la différence, c'est encore pire. Madame Denis, je me meurs. Oh, personne pour me répondre. Ai-je au moins eu le temps de faire mon initiation maçonnique? Bref, Condorcet, d'Alembert, commet tout ce qui peut être problématique aux yeux du peuple. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais ardemment et toujours. Mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai dans l'occasion. Ah non, pour le coup, si je meurs, je pourrais pas vous le rendre. Ça aussi, c'est un mensonge. Adieu! Bon, ben moi, je fais quoi alors? Ah, c'est quand qu'on me donne ma pilule? Oh! Êtes-vous arrivé à la même conclusion que moi? Nous allons rendre une petite visite à notre cher ami.